Merci avant tout à l'ITIS et à l'Institut EDS de me donner l'occasion de parler de tout ça aujourd'hui. En réalité, merci de la présentation, mais je vais sans doute parler d'à peu près rien de ce qui était prévu au départ. C'est souvent comme ça que je fais parce qu'en réalité, je me rends compte qu'il y en a d'autres qui parlent beaucoup mieux que moi, et on vient d'avoir la démonstration avec Geneviève, beaucoup mieux que moi de ces questions de participation citoyenne sur des exemples concrets. Pour commencer, j'ai une triste nouvelle à vous apprendre. La ville est morte. La ville n'existe plus. C'est un concept qui a été utile. C'est un mode d'organisation des sociétés humaines qui nous a porté depuis le développement industriel, mais qui n'a pas survécu à l'ère nouvelle dans laquelle nous sommes engagés. Les villes n'existent plus. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus d'urbanité. Il y a des formes d'urbanité nouvelles. Il y a des nouveaux modes d'organisation des individus, mais il y a aussi un aplanissement des comportements, sauf dans des endroits sur la planète très extrêmes. Mais les modes de fonctionnement, les modes de rapport des individus entre eux, les rapports des individus à l'espace se sont complètement recomposés, réorganisés, si bien qu'aujourd'hui, la ville telle qu'on la concevait n'existe plus. Alors on parle beaucoup de villes intelligentes, de villes durables, mais en réalité, on devrait parler d'urbanité intelligente ou d'environnement urbain intelligent. Et qu'est-ce qu'il y a derrière ce concept d'urbanité? En réalité, c'est quatre éléments d'une équation relativement simple à poser, mais très complexe à comprendre. Et l'objectif de ma présentation, c'est de vous proposer un certain nombre de clés de lecture qui sont essentiellement des hypothèses, mais des clés de lecture pour comprendre et décrypter cette équation un peu complexe des urbanités pas modernes, parce que quand on emploie le qualificatif de moderne, on renvoie à quelque chose qui est derrière nous. Certains disent hyper moderne, en tout cas contemporain, disons. Les urbanités, c'est une manière d'envisager les relations entre les individus et leur espace support, qui sont essentiellement construites autour de 4 variables. La première variable, c'est les réseaux. La ville, telle qu'elle existait au préalable, était très façonnée, très construite sur une organisation territoriale basée sur des espaces relativement homogènes, relativement stables dans le temps, plus ou moins connectés les uns avec les autres. Les environnements urbains qu'on connaît aujourd'hui sont des environnements mobiles, changeants, très peu homogènes et qui sont connectés. Le deuxième élément de cette équation, c'est les densités, la question des densités. On en parle beaucoup, d'ailleurs je suis écœuré, je ne sais pas si vous l'êtes, mais de cette injonction à la densification urbaine dont on nous parle systématiquement et dont on nous présente les mérites en nous disant que c'est la seule alternative pour éviter d'aller détruire la nature aux portes de nos environnements urbains, ce qui en réalité est une bêtise à mon sens, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas densifier, mais ça veut dire que la densification ne réglera pas les problèmes d'érosion ou de grignotage des environnements dits naturels. Mais la densité est une autre composante de cette question des urbanités. La troisième variable de l'équation, c'est la question de la diversité. On va mesurer l'intensité des urbanités, et puis il y a un géographe que certains connaissent sans doute, qui s'appelle Jacques Lévy, et puis qui a beaucoup écrit sur ces questions-là, pour décrire les urbanités comme des fonctions justement de diversité et de densité. Mais cette question de la diversité est importante, parce que selon le niveau de diversité, selon le niveau de densité, selon la structuration du réseau, on a affaire à des espaces et à des environnements urbains notablement différents. Et puis le quatrième, un élément qui me semble important, la quatrième variable, c'est l'altérité. C'est la question des contrastes. Et on a affaire aujourd'hui dans nos environnements urbains à des tensions, une mise en tension de toutes ces variables-là, qu'il s'agisse de la question des densités, de la diversité, des réseaux ou de l'altérité, qui créent ce qui a remplacé la ville industrielle. Et finalement, la dernière composante, c'est les mobilités. On vit dans des espaces mobiles, on se déplace tout le temps.
Et d'ailleurs, ce n'est pas pour rien que cette question des mobilités, elle est au cœur de toutes les problématiques d'aménagement ou de gestion des territoires aujourd'hui. Donc ces environnements urbains sont relativement simples à formaliser de cette façon-là, mais excessivement complexes à comprendre dans leur diversité. Et surtout aujourd'hui, ils sont soumis à des pressions, à des tensions qu'on a rarement connues par le passé. C'est des chiffres que vous connaissez, donc je vais passer très vite là sur le fait que l'Organisation des Nations Unies nous annonce que grosso modo 75% ou à peu près 75% de la population de la planète d'ici 2050 vivra dans des environnements urbains très denses, très diversifiés, vraisemblablement aux prises avec des tensions de contraste et d'altérité très forts. Ce sera vrai pour les très grandes villes ou les très grands espaces urbanisés, mais ce sera vrai aussi pour ceux de taille plus modeste. Et je reviens sur une présentation qui a été faite il n'y a pas très longtemps par Gilles Bétis, un monsieur qui pilote la réflexion sur les smart cities dans une organisation internationale I3E, et qui disait à juste titre que l'intensité des phénomènes auxquels les environnements urbains sont aujourd'hui confrontés ne permet pas d'imaginer une transition par la transformation douce. Ça ne pourra pas se faire par des modes de transition douce. Ça ne pourra se faire que par la rupture. Les échéances sont trop courtes. L'intensité des phénomènes est vraisemblablement trop importante pour pouvoir imaginer transformer nos environnements urbains pour répondre à ces enjeux-là, les transformer de façon douce. Rupture, ça ne veut pas dire révolution, ça veut dire accepter de changer de manière radicale et rapide la manière dont on gère aujourd'hui ces environnements-là, la manière dont les acteurs interagissent les uns aux autres, la façon dont la gouvernance s'articule avec la participation citoyenne, par exemple, la façon dont on envisage la gestion des mobilités, la façon dont on envisage de gérer l'altérité et la variation, la diversité dans des villes dont les densités vont vraisemblablement augmenter encore. Il y a une réponse qui nous est donnée. On voit plus que jamais apparaître cette notion de science urbaine ou de science de l'urbain. Et puis, si vous avez suivi l'actualité récente à Québec, vous aurez remarqué que le groupe Thales, la ville de Québec, l'INRS, l'Université Laval ont annoncé la création d'une unité mixte de recherche dont le cœur sera les sciences de l'urbain, avec une approche, à mon avis, peut-être trop technique, au moins dans un premier temps, qui vraisemblablement apportera pas toutes les réponses auxquelles qu'on devrait se poser, en tout cas. Mais ces sciences de l'urbain sont aujourd'hui au cœur des préoccupations de tous ceux qui s'intéressent aux urbanités. Et moi, ce dont je veux vous parler, c'est pas des sciences urbaines, mais plutôt d'une question qui me préoccupe depuis un certain temps, c'est la question du lieu urbain ou des lieux urbains. Je pense fondamentalement que nos environnements urbains, que j'ai présentés très rapidement là, dans leurs grandes lignes, sont aujourd'hui organisés et structurés autour d'une mise en réseau, d'une mise en tension de lieux qui ne sont pas stables dans le temps nécessairement, qui ne sont pas stables dans l'espace nécessairement, et que je définis de façon assez caricaturale et simple pour qu'on puisse le comprendre, comme une fonction du nom qu'on leur donne. Un lieu n'existe pas s'il n'est pas nommé. D'un événement qui renvoie à la dimension temporelle également, et d'une localisation. D'accord ? Donc un lieu urbain, c'est quelque chose qui se crée dans une localisation donnée, en fonction d'un événement qui se produit à un moment donné, et auquel on donne un nom. Alors évidemment, les lieux urbains, ça implique plusieurs choses. Ça implique, comme je le rappelais, c'est que d'une part, ils ne sont pas nécessairement périns dans le temps, ils peuvent être récurrents, apparaître, disparaître à rythme régulier. Ils peuvent également avoir une durée de vie très limitée, apparaître à un moment donné,
et disparaître pour toujours. Ils peuvent être là de façon permanente depuis des siècles et demeurer là encore pendant des siècles. Il peut y avoir une superposition de plusieurs lieux dans une même localisation, et pourquoi pas dans le même instant, plusieurs événements se produisant au même endroit en même temps. Et à mon avis, il y a un auteur que j'aime beaucoup, qui est un sociologue, philosophe français, qui décrit assez bien ce que le lieu évoque pour nous, individus. Il nous dit que le véritable lieu urbain, c'est celui qui nous modifie. Nous ne serons plus, en le quittant, celui que nous étions en y entrant. Et plus que ça, je pense que le lieu urbain, c'est à la fois quelque chose qui modifie l'individu qui s'y trouve, mais c'est aussi, de façon symétrique, une évolution du lieu en permanence en fonction des individus qui y évoluent et qui le créent, le défont, le font, le façonnent, le détruisent éventuellement. Alors pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que l'enjeu de nos environnements urbains, c'est ce qui me tient beaucoup à cœur, c'est l'intelligence urbaine. Et pour moi, aujourd'hui, l'intelligence urbaine, c'est l'intelligence du lieu urbain. Et donc, tout l'enjeu existant autour des urbanités contemporaines, c'est la capacité qu'on va avoir à se doter d'outils, de méthodes, de moyens, de nouveaux modes d'organisation qui vont nous permettre de comprendre comment ces lieux urbains se créent, comment ils disparaissent, comment ils rentrent en interaction, comment ils se structurent pour à un moment donné façonner un environnement urbain et quelques années plus tard le voir disparaître et renaître sous une autre forme. Ça change beaucoup l'approche que l'on a eue pendant des années de la ville, énormément, qu'on voyait comme quelque chose de relativement stable, dont on pouvait gérer les paramètres. Ça change aussi, à mon avis, beaucoup la manière dont aujourd'hui on envisage la gestion des villes dites intelligentes. Je suis de plus en plus sceptique sur cette approche-là et sur cette définition, cet objet-là même, alors que j'ai beaucoup parlé de la ville intelligente. Et je trouve qu'on fait, à mon avis, fausse route, non pas parce que la technologie serait mauvaise, mais parce qu'on a tendance à la considérer comme un système paramétrable et qu'on va être capable de gérer de façon assez fine pour peu qu'on mette en place les outils techniques, les infrastructures techniques connectées et qu'on ait les données nécessaires. Je ne dis pas qu'on ne va pas être capable avec ça de gérer des infrastructures techniques qui vont soutenir le développement des urbanités contemporaines. Mais je pense qu'on ne gérera pas les interactions des individus, des groupes sociaux à leurs espaces. Je pense qu'on ne gérera pas les spatialités, qu'on ne gérera pas de façon efficace les interactions entre les groupes sociaux, entre les modes de gouvernance, entre la participation citoyenne, le problème des mobilités, etc., etc. Donc l'intelligence urbaine, c'est l'intelligence des lieux urbains, et je renvoie juste à la définition d'intelligence, qui est une capacité cognitive à comprendre et à créer du lien, à créer des relations, à mesurer ou à comprendre les interactions qui existent entre un événement qui crée un lieu à un endroit donné dans l'environnement et un autre événement qui se produit en même temps ou décalé. Donc toutes ces interactions-là, mises en réseau, c'est ça l'intelligence des lieux urbains, la capacité à les décrypter, à comprendre leur genèse, à comprendre leur évolution, à comprendre leurs interactions. Puis parce que, comme je dis, beaucoup de trucs un peu compliqués et puis pas forcément très excitants après le repas, je vais juste vous raconter une petite histoire maintenant pour faire une pause. C'est l'histoire de Jon Snow. Peut-être que beaucoup d'entre vous le connaissent. Tous ceux qui ont suivi le cours GMT 7015-4015, le cours de SIG au département des sciences géomatiques, le connaissent. C'est le premier spécialiste d'analyse spatiale connu ou reconnu. Et si vous allez à Londres, il y a un pub qui porte son nom, le Jon Snow Pub, qui est un pub magnifique, à côté de la pompe, qui porte aussi son nom, qui a été déplacée parce qu'elle n'est pas exactement là où elle était à l'époque. Mais 1854, je crois, épidémie de choléra qui ravage Londres. Et ce monsieur-là est un médecin. C'est le premier épidémiologiste ayant utilisé la carte et l'analyse spatiale comme moyen de comprendre des phénomènes et la diffusion des épidémies. Donc, épidémie de choléra,
des milliers de morts, et lui se dit, il doit y avoir un moyen de comprendre comment ça se produit. L'un des facteurs qui transmet le choléra, c'est l'eau potable. Donc si on est capable de représenter sur une carte la position des pompes et la position des malades au fur et à mesure qu'ils apparaissent, on devrait vraisemblablement être capable de mettre en évidence s'il y a une corrélation, la corrélation entre éventuellement une pompe infectée et la présence des maladies. C'est ce qu'il a fait. Puis il a effectivement créé la première carte de superposition, disons, de deux cartes avec deux thèmes différents. Le premier étant la localisation des pompes, le deuxième étant la localisation des points représentant chaque personne infectée par le choléra. Et il a déterminé qu'une pompe en particulier, autour d'une pompe, c'était autour d'une pompe qu'apparaissaient toutes les personnes infectées. Il a demandé à la ville de fermer l'accès à cette pompe-là. Ça a été très compliqué, la ville ne voulait rien entendre, enfin les fonctionnaires en disant « vous êtes complètement malade ». Mais il a insisté, il a réussi à faire fermer la pompe et en quelques mois, l'épidémie a été enrayée et endiguée. C'est une vraie opération d'intelligence urbaine. Un lieu d'épidémie s'est créé lié à un événement nommé, une localisation particulière, et il a été capable d'en décrypter la genèse, de voir comment ça avait évolué, comment ça s'était diffusé spatialement, et ainsi de trouver une réponse à un phénomène qui était très complexe et qui était un phénomène de santé publique. Un autre exemple, et qui nous aide à mieux peut-être comprendre cette idée d'intelligence urbaine, c'est la première loi de géographie d'un prof de Californie, là, qui s'appelle Waldo Tobler, qui nous dit que tout est relié, d'accord, mais que les choses qui sont plus proches les unes des autres sont plus liées que celles qui sont éloignées. Grosso modo, c'est ça, dans l'espace géographique. Et il n'y a pas beaucoup de contre-exemples, que ce soit dans le milieu naturel ou que ce soit dans les espaces très anthropisés. Il n'y a pas beaucoup de contre-exemples. C'est-à-dire qu'effectivement, les choses, les phénomènes, les lieux qui sont plus proches les uns des autres vont être plus en relation que ceux qui sont plus éloignés. Modulo aujourd'hui les nouveaux modes de communication, mais même à ça, il y a des études qui ont montré que le numérique n'a jamais, ou pour l'instant pas du tout effacé la géographie, a plutôt eu tendance au contraire à cristalliser des organisations géographiques existantes. L'enjeu, évidemment, de cette intelligence des lieux urbains, c'est les données. Donc, je vous avais dit que je ne parlerais pas de données, mais je vais en parler un peu quand même. Parce qu'évidemment, il faut, on l'a vu avec l'exemple de Jon Snow, hein, il a eu besoin de collecter et de localiser chaque malade. Il a eu besoin, sur une carte, de localiser toutes les pompes. Donc, il a eu besoin de collecter des données. Puis, à l'époque, il n'y avait pas un portail de données ouvertes dans la ville de Londres permettant d'accéder à tout ça. Donc, ça a été plus compliqué que ça ne le serait aujourd'hui. Une chose est intéressante aujourd'hui, c'est que les données, elles existent. Elles ne sont pas forcément très faciles, mais les données sensibles permettant d'aller caractériser la vie des lieux urbains, elles existent. Et ce n'est pas des données, pas nécessairement ou pas seulement des données produites par la Ville de Québec ou par Environnement Canada ou par, je ne sais pas quelle Direction générale des informations géographiques au ministère des Ressources naturelles. Ce n'est pas ces données-là dont je parle, c'est les données qui renvoient une information sur les interactions entre les individus et leurs espaces. Et en particulier, c'est toutes les traces. C'est toutes les traces explicites que l'on laisse les uns et les autres à chaque fois que l'on se déplace avec nos cellulaires ou à chaque fois qu'on donne une information sur le lieu dans lequel on se trouve, à chaque fois qu'on donne notre code postal parce qu'on va faire une course dans telle ou telle épicerie, à chaque fois qu'on accepte de dire là où on est, d'activer la fonction de géolocalisation de notre téléphone ou de notre tablette, etc. À chaque fois qu'on renvoie sur des réseaux notre parcours de course quotidien ou notre parcours de vélo quotidien, etc., etc. Puis il y a, je disais, toutes les traces implicites, évidemment, hein, je ne vais pas revenir là-dessus, mais toutes les traces qu'on laisse et qu'on n'est pas conscient de laisser, mais qui sont néanmoins des données qui renvoient à des modes d'interaction avec l'espace.
Je passe très vite. J'en parlais, le phénomène du moi quantifié. Là, de plus en plus, on voit apparaître des applications, des technologies qui permettent de mesurer ces performances, de les partager, de les localiser, de les échanger, de comparer, etc., etc. Il y a, je ne vais pas y revenir, mais toutes les plateformes de crowdsourcing, qu'elles soient comme c'était le cas dans les exemples de Geneviève, qu'elles soient organisées pour aller chercher un retour construit des citoyens ou qu'elles soient mises à disposition pour collecter de la donnée, comme cet exemple-là qui est là. Un projet du MIT sur la route Copenhague, là où l'idée c'est d'aller doter tous les vélos, et Dieu sait s'il y en a aux Pays-Bas et à Copenhague en particulier, d'une série de capteurs qui vont permettre d'aller collecter des informations environnementales, des informations de toutes sortes, et faire en sorte que chaque citoyen soit un capteur, producteur, diffuseur d'une donnée géolocalisée. Donc, je vais pas passer tout ça en détail, il y aurait des centaines d'exemples de ce type-là. Évidemment, tout ça pose un certain nombre de questions d'ordre éthique, questions de vie privée, et un des enjeux de ces environnements urbains très connectés, c'est cette question de la capacité des individus à se déconnecter. Qui immédiatement aujourd'hui apparaît comme quelque chose d'assez louche. Vouloir vous déconnecter, c'est nécessairement ou a priori avoir quelque chose à cacher. Donc je ne vais pas revenir non plus là-dessus, mais il y a effectivement tout un tas de dérives possibles allant du commerce des données personnelles au contrôle, à la tentation de beaucoup d'aller mettre des étiquettes sur des groupes sociaux et de vous contraindre à un type particulier. Donc tout ça est quelque chose d'assez préoccupant. Donc on a d'un côté cet enjeu de mieux comprendre la genèse des lieux urbains, la disponibilité d'un certain nombre de données pour faire ça. De l'autre côté, les risques que tout ça fait courir sur le citoyen. Et là, à mon avis, la réponse possible se trouve du côté de ce qu'on appelle les sciences citoyennes, qui sont à la fois proposées comme une sorte de garde-fou, de contre-pouvoir, mais aussi comme une manière de rompre avec les modes traditionnels d'interaction entre la gouvernance et la participation. Je vais passer très vite parce que ce que Geneviève a présenté était des exemples, mais on voit apparaître, et tout ça est très lié à la question du lieu, on voit apparaître des pratiques d'urbanisme tactique, d'acupuncture urbaine, des choses qui n'ont pas été créées là, qui existent depuis assez longtemps, dont personne ne parlait, mais qui aujourd'hui prennent tout leur sens, précisément parce que les environnements urbains sont ce qu'ils sont, et parce que la place et le rôle central des lieux, du local, de l'interaction entre les lieux locaux, devient absolument central, et la nécessité, et ce n'est pas Mireille Bonin qui me contredira, la nécessité, tout en étant ancré localement quand on est citoyen, d'être capable de créer du lien et de la connexion avec d'autres qui sont ancrés dans d'autres lieux de la ville, elle est vitale pour comprendre les enjeux des grandes problématiques d'aménagement qui, bien que quelquefois elles soient situées dans un quartier particulier, par exemple, dépassent largement, en termes d'enjeux et d'impact, l'échelle du quartier à proprement parler. Il y a des grands auteurs qui nous parlent aussi de l'importance je vous invite à lire par exemple Saskia Sassem qui parle de la nécessité d'aller faire du hacking urbanism, ou je crois qu'il s'appelle Alastair, j'ai oublié son nom là, mais qui parle d'architecture 2.0, l'architecture pour l'individu, par l'individu. Il y a des courants très forts qui sont en train de se mettre en place et qui vont dans le sens de ce que j'essaie de passer comme message. J'ai plus que 2, j'arrive à la fin, c'est bon. Donc vous voyez que l'enjeu, il est de taille pour le citoyen dans ces nouveaux environnements urbains. Il est de taille parce qu'il y a
il est de taille parce qu'en réalité, sans engagement, le risque est grand de voir des systèmes techniques s'implanter et faire en sorte que l'intégration des infrastructures urbaines modernes mette en place des environnements urbains dans lesquels il va être difficile de s'épanouir, à mon avis, compte tenu des contraintes énormes et de la nécessité de rupture auxquelles on fait face. C'est-à-dire que la tentation va être très grande de contrôler ces environnements-là pour en assurer la pérennité, la sécurité. Et c'est très clairement ce qu'on voit dans les grandes villes du Moyen-Orient ou en Asie, où l'intégration des infrastructures technologiques avec toutes les infrastructures met en place des environnements urbains dans lesquels, je ne sais pas vous, mais moi, j'aimerais pas du tout vivre. C'est un peu un discours, j'en ai conscience, puis je serais prêt à débattre de ça, un discours très engagé, très militant, mais je crois qu'on en est là. Par contre, je suis à peu près persuadé que le citoyen a des rôles importants à jouer. Et puis je vais paraphraser par des images ce que dit mon collègue Sel Melouli, qui est prof en administration à l'Université Laval, où il dit que le citoyen peut avoir 4 rôles dans cet environnement-là. Le premier, c'est de poser les questions, ou de soulever une question. Il y a un problème, et puis j'ai les moyens, je lève le flag, et puis je dis « Oups, il y a un problème, il y a des nids de poules », c'est un mauvais exemple parce que c'est toujours celui-là qu'on utilise, mais il y a un problème, puis j'ai horreur, mais c'est vrai que c'est embêtant les nids de poules en même temps. Donc il y a un problème, et donc je suis un citoyen impliqué, et donc je vous le dis, il y a un problème. Le deuxième, c'est il y a un problème, puis je suis prêt à chercher une solution et à travailler à une solution avec vous. C'est un peu ce que Geneviève évoquait. Le troisième, c'est je vais développer une solution. Je suis un geek, il y a de la techno, on va organiser un hackathon, et puis on va développer de la solution, puis on va vous la donner, puis on va la mettre à la disposition, on va l'ouvrir, open source, open data, tout ce que vous voulez, et puis ça va créer de l'intelligence, de la richesse, les entreprises vont la reprendre si elles veulent, peu importe. Puis le quatrième, c'est j'ai développé des solutions, et puis je les diffuse parce que je suis très ouvert sur ma communauté. Il y a sans doute beaucoup d'autres rôles, mais si vous regardez toutes les applications de crowdsourcing, d'engagement, etc., de sciences citoyennes, on retrouve à peu près tout ça là. Et puis je vais terminer sur une chose sur laquelle je fais une fixation, c'est que tout ça, ça m'amène, je vous ai dit tout ça juste pour une chose, en fait, ou pour un élément important, c'est qu'il y a un impératif majeur pour nous tous, si on veut être des citoyens engagés dans ces environnements urbains qui se recomposent à un rythme effréné, qui font face à des défis majeurs, c'est d'être capable de raisonner spatialement. Si on n'est pas capable de former, de sensibiliser les jeunes générations au raisonnement spatial, à savoir ce que c'est qu'une échelle, à mettre en perspective des éléments par rapport à d'autres, à prendre en compte les références, les référentiels, le changement de référentiel. Quand on mesure quelque chose, si on ne sait pas dans quel référentiel on le mesure, ça ne vaut rien. Ça n'a aucun... C'est comme si on exprimait une quantité sans unité, ou qu'on faisait des additions de quantités d'unités différentes. Tout ça, c'est des choses qui sont enseignées, mais qu'on oublie très vite, et on le voit quand on travaille avec des citoyens, la difficulté que certaines personnes peuvent avoir à raisonner spatialement. Puis c'est des choses que vous évoquez, Madame Bonin, vous les évoquez quand vous dites les gens ont tendance à s'ancrer sur des projets, des problèmes dans leur quartier et pas nécessairement faire le saut dans les autres quartiers pour voir comment ça rayonne à l'extérieur, quel impact ça a sur l'extérieur, comment des choses qui se sont produites ailleurs sont responsables de la situation et du problème que je vis aujourd'hui là où je suis. Donc, raisonner spatialement, c'est à mon avis la clé pour que les citoyens puissent s'engager à être actifs dans ces nouvelles formes d'intelligence urbaine qui vont nous permettre de comprendre mieux le développement des urbanités modernes et contemporaines. Merci bien.